On va pouvoir commencer. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Corinne Naillet, donc chef de projet chez Progilon, donc un des prestataires autour de Koha. Voilà, donc avec une formation, on va dire, informatique documentaire à la base. Je suis ni tout à fait bibliothécaire, ni tout à fait informaticienne. Donc, je pense que ça rappelle quelque chose à un certain nombre de personnes. Donc, on a deux focus, en fait, à voir aujourd'hui. Donc, les réservations dans Koha. Donc un rappel, en fait, c'est ce que j'ai appelé le b.a.-ba, pareil pour les réservoirs de notices. Les réservations, ça va prendre un peu plus de temps que les réservoirs, sachant que bon, sur les réservoirs, on est un peu plus limité. Le but, c'est vraiment de reprendre tout de A à Z. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous sembler évidentes, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée, c'est vraiment de refaire une synthèse globale de comment ça fonctionne dans Koha, et surtout de terminer par ce que j'ai appelé les pièges, à savoir les trucs à ne pas oublier ou à ne pas faire sur les réservations, sous peine d'avoir des effets de bord un peu, on va dire, un peu bizarres. Donc déjà, pour commencer, un petit rappel sur ce que c'est une demande de réservation à la base et dans Koha. Donc une demande de réservation, alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait ça permet de comprendre après un certain nombre d'options et pourquoi on est allé avec des paramètres système ou d'autres paramètres, on est allé mettre en place un certain nombre d'options. Donc une demande de réservation, c'est à la base une option qu'un lecteur fait, enfin qu'un usager fait sur un document qui est emprunté ou qui est déjà mis de côté par quelqu'un d'autre. La réservation, de base, ça fonctionne sur le mode dès que possible. Ça veut dire que la mise de côté, elle est effective dès que le document est rendu. Ça fonctionne aussi sur un mode le prochain disponible. En tout état, à la base, on ne choisit pas l'exemplaire sur lequel on fait sa demande de réservation. Dès qu'il y en a un qui rentre dans la bibliothèque et qui correspond à notre demande, c'est celui-ci qui nous est attribué. Pareil, en toute logique, dans le fonctionnement de base, le site de retraite de la réservation, c'est le site de localisation de l'exemplaire. C'est-à-dire qu'on va chercher là où se trouve l'exemplaire sur lequel on a fait une demande de réservation. Et puis, la réservation fonctionne sur premier demandeur et c'est égal au premier satisfait. Après, on verra que là, dans ce cas-là et dans d'autres cas, Koha, en fait, a tout un tas d'options qui permet d'outrepasser allègrement ces principes généraux et éventuellement, si on ne fait pas trop attention, d'avoir des situations un peu bizarres, on va dire. Alors, petit rappel de base, l'accès aux réservations, donc il y a, pour les professionnels, du côté professionnel, il y a un passe-droit qui permet ou pas d'outrepasser tout ce que vous allez mettre en place en politique de réservation. Donc les paramètres système, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, c'est ce qui est dans la partie administration, c'est ce catalogue qui a plusieurs onglets comme circulation, etc., sur lequel, en fait, en fonction des options qu'on va mettre, on va activer ou pas certains modules et on va spécifier, en fait, dans certains modules ce qu'on veut pouvoir faire dedans. Donc on a un passe-droit pour les professionnels pour éventuellement pouvoir, en cas de besoin, d'outrepasser les règles de réservation qu'on aurait mis en place dans les règles de circulation ou ailleurs en définissant dans les paramètres système. On a pour les professionnels toujours, sur la fiche de l'adhérent, la possibilité ou pas d'activer l'accès à ce module de réservation. Donc il y a un paramètre qui permet, si on veut détailler, qui permet de changer ce qu'on appelle la file des réservations. Donc de changer l'ordre, de dire c'est pas Bertrand mais c'est Dupont qui va passer en premier parce que Dupont c'est le directeur. Donc on peut jouer comme ça avec la file de réservation. Et puis il y a la possibilité aussi dans ces droits-là de faire des demandes de réservation pour d'autres lecteurs. Intéressant puisqu'il y a encore quelques lecteurs qui peuvent très bien ne pas être à l'aise avec les demandes de réservation depuis l'OPAC. Donc voilà. Donc ça fait, il y a un passe-droit et puis quelques permissions. Après, il y a un certain nombre de questions à se poser sur ce qu'on veut. Donc la première des questions, c'est justement, est-ce que j'autorise ou pas mes utilisateurs à faire des demandes de réservation depuis l'OPAC? Donc pour ça, il y a un paramètre système qui s'appelle Request on OPAC, qui doit être positionné à autoriser. Si j'autorise ceci, est-ce que j'autorise aussi mes usagers éventuellement à suspendre leur demande de réservation?
Le cas typique, c'est je pars en vacances, j'en ai pour 3 semaines. Quand j'ai fait ma demande de réservation, on m'a dit que le document devait rentrer à peu près dans la période dans laquelle j'étais en vacances. Si je ne viens pas le chercher durant le laps de temps de mise à disponibilité, il y a des grandes chances qu'il me passe sous le nez, qu'il passe à la personne suivante, et donc il faudra que je refasse ma demande de réservation. Donc ça, depuis l'OPAC, en fait, depuis le compte lecteur, la personne, si on active le paramètre système Suspend Holds OPAC, cette personne aura la possibilité de dire la réservation que je vous ai faite, là il y a 2 jours ou même aujourd'hui, je viens de m'apercevoir que finalement je vais peut-être avoir un problème de timing, donc je la suspends. Et puis toujours en se connectant à l'OPAC via son compte lecteur, il pourra la réactiver à son retour pour, on va dire, retourner dans la file de réservation. Il n'aura pas été supprimé de la file de réservation, il aura été juste suspendu. Donc en fait, il se réinsère en fonction du nombre de demandes qu'il y aura eu entre-temps. Il se réinsère soit au début, soit à la fin, enfin au milieu. Mais voilà. Donc ça, c'est une des permissions intéressantes pour les lecteurs. La réservation, comme je vous ai dit, c'est à la base sur un document qui est emprunté ou qui est déjà mis de côté. On peut aussi autoriser les usagers à faire ce que moi j'appelle des demandes d'options, c'est-à-dire des réservations sur des documents qui sont disponibles. La personne vous dit, j'arrive aujourd'hui, demain, je veux récupérer le document, que vous me le mettiez de côté pour que je puisse le consulter en priorité. À la base, avant la version 3.20, cette option, elle était positionnée avec un paramètre système qui s'appelait non, c'est pas Request on Back, c'est Chave Holds Alone, pardon, il y a une faute dans mon support. Donc, il y avait un paramètre système. Depuis la 3.20, en fait, cette autorisation, en fait, elle est descendue au niveau des règles de circulation. Il y a tout un tas d'options comme ça, en fait, qui ont été réintégrées dans les règles de circulation pour donner plus de souplesse. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être plus simple à paramétrer, mais ça donne plus de souplesse parce que du coup, vous pouvez très bien autoriser des demandes de réservation sur des documents disponibles pour certaines catégories d'exemplaires et pas pour d'autres. Donc voilà. Et donc, toujours dans l'idée, donc il y a les documents disponibles et il y a aussi des documents qui sont déclarés endommagés, qui instinctivement ne sont pas des choses qu'on va... Enfin, du coup, que dans Koha, c'est des choses qu'on ne met pas disponibles pour le prêt, mais rien n'empêche éventuellement de quelqu'un de vous demander de faire une réservation pour pouvoir le consulter, ne serait-ce que sur place. Donc ça, il y a un paramètre système, Allowed Holds on Damaged Item, qui permet de dire oui, les gens vont pouvoir poser des demandes de réservation, même si j'ai déclaré que mon document est endommagé. Oui. Oui. Alors, l'exclusion, elle se fait au niveau des règles de circulation, en fait. On va voir, là, je suis vraiment sur on va dire sur le b.a.-ba, sur les paramètres système. Après, effectivement, les règles de circulation permettent, en fonction des quotas alors, à la fois les quotas et puis d'autres possibilités dans le menu de circulation, de bloquer la réservation. Ça peut même aller à l'encontre de ce qu'on a prévu d'une manière générique. C'est-à-dire que d'une manière générique, on autorise les réservations dans toutes les bibliothèques, partout, etc. Et puis, par le biais des menus, des règles de circulation, on va bloquer certaines réservations sur certains types de documents pour certaines catégories de lecteurs. Donc, c'est l'avantage, ce que j'appelle l'avantage et l'inconvénient de Koha, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la souplesse à ce niveau-là. Après, c'est tellement souple qu'il faut quand même avoir une vision d'ensemble pour que ça soit cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des quotas au zéro à un endroit et puis autoriser la réservation à d'autres. Alors après, par le biais des règles par défaut, comme Koha les appelle, on peut toujours outrepasser, puis avec les passe-droits que vous avez, mais du coup, ça génère tout un tas de messages. Enfin voilà, donc il y a aussi une cohérence à avoir. Donc sur ces demandes de réservation endommagées, donc il y a un paramètre système. Si vous utilisez ça, ça veut dire que vous utilisez aussi dans vos grilles de catalogage exemplaires une étiquette qui utilise la liste de valeurs autorisées damage. Donc c'est vraiment en lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va rechercher
On va rechercher à la fois dans la grille de catalogage celui qui pointe sur la liste de valeurs autorisées damage et celui qui map dans le champ de la base sur le champ de la table exemplaire qui va bien. Hein, dans le catalogage, il y a à la fois la déclaration de la liste de valeurs autorisées et puis il y a aussi le mapping qu'on fait sur certains champs de la table des exemplaires. Donc vous ne pouvez pas vous dire oui, effectivement, j'utilise ça, et puis si vous n'avez pas mis en place le mapping dans la grille de catalogage, vous n'allez pas avoir d'effet. Alors, avant la version 3.20, il y avait aussi un paramètre système qui permettait de le faire sur les exemplaires déclarés perdus. Ça a disparu, je ne l'ai pas retrouvé. Paul, je ne sais pas si ça te dit quelque chose ou pas. Il y avait une préférence système en fait, qui permettait aussi de faire des réservations sur les documents déclarés perdus. Avec toujours la même idée, il y a une liste de valeurs références à déclarer dans les grilles de catalogage et il y avait un mapping à faire sur un champ pour déclarer que l'exemplaire était perdu. Je ne l'ai pas retrouvé, donc je pense que c'était peut-être pas forcément utilisé. Enfin, moi, j'ai un site qui s'en sert, donc, mais voilà. Donc sinon, en dehors de ça, si le document n'est pas disponible, emprunté ou demandé par quelqu'un d'autre ou éventuellement endommagé, les réservations, elles ne sont pas disponibles. On ne peut pas, par exemple, si vous avez déclaré des chaînes comme en traitement dans les statuts de l'exemplaire, vous ne pourrez pas faire une demande de réservation sur un statut avec en traitement. Ce n'est pas un cas qui est pour l'instant pris en compte. Donc, il faut en avoir conscience. Donc, dans les droits, j'ai autorisé les réservations, j'ai autorisé éventuellement à faire des réservations sur des documents qui sont disponibles ou endommagés. Est-ce que je vais autoriser mes usagers à choisir ou pas les dates de début et de fin de mes demandes de réservation? Je vous ai dit, par défaut, c'est sur le mode dès que possible. C'est-à-dire que, dès qu'on fait la demande elle est posée. Après, ça ne veut pas dire que le document va revenir tout de suite, mais la demande est posée. On peut, avec deux paramètres système, alors les deux sont s'il y en a un, il faut forcément l'autre. C'est-à-dire que s'il y a opaque, allowed, old, date in future, il y a forcément allow, date in future. Donc il y a forcément le premier. Ces paramètres système permettent en fait, pas trop le problème, permettent de choisir la date de début et la date de fin. Enfin, c'est pas la date de fin de la réservation, c'est déclaré à partir de quand on n'en aurait plus besoin. Donc, j'ai un exemple. Donc, il y a un paramètre qui dépend de ça aussi, qui s'appelle confirm future hold, qui correspond à des nombres de jours. J'ai un exemple. J'ai positionné dans le paramètre confirm future hold à 1, c'est-à-dire que je prends en compte le fait qu'une demande de réservation faite pour une date ultérieure, je vais être averti un jour à l'avance qu'il y a cette demande. Alors faites attention parce que par défaut c'est 0 dans les paramètres système. Et donc du coup en gros, sauf si vraiment vous avez la chance que ça tombe le jour où la personne rend le document, en gros on n'est jamais averti, il faut aller voir dans un autre menu ce qu'il y a à traiter. Donc c'est un peu problématique. Donc sur quelque chose qui est positionné à 1, c'est-à-dire qu'on veut qu'on soit prévenu au moins la veille, si le document rentre la veille, on veut qu'on soit prévenu qu'il y a une demande de réservation. Donc là, j'ai un document qui est positionné à 1, j'ai un paramètre qui est positionné à 1, j'ai fait une demande de réservation pour le 24 et le document est rendu le 23. Comme le document est rendu le 23 et que je suis dans le délai, je vais avoir un message d'avertissement. Donc, celui que vous connaissez bien sur les demandes de réservation de COA, au retour, on vous dit « Coucou, il y a une demande de réservation. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous confirmez, vous imprimez la demande de réservation? Est-ce que vous l'ignorez ?» Donc, ça veut dire, en gros, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Donc, là, vous avez le message d'avertissement. La même demande avec un document, la demande faite pour le 25 avec un document rendu le 23, vous n'aurez pas de message d'avertissement. C'est-à-dire que vous ne voyez même pas qu'il y a une demande de réservation. COA a comptabilisé bien la demande de réservation, mais vous ne le voyez pas. Et donc, en fait, il faudra aller régulièrement checker ce qu'il y a dans un menu circulation qui s'appelle réservation à traiter. Donc, le positionnement de ce paramètre, il est assez important. Après, ça dépend comment vous fonctionnez, mais en gros, ça veut dire qu'il faut quand même régulièrement, si vous mettez en place ce genre de choses, aller checker ce qu'il y a à faire 1, 2 ou 3 fois par jour pour savoir ce que vous devez mettre
de côté pour les lecteurs qui ont fait les demandes. Donc ça, c'est est-ce que j'autorise à faire ou pas des choses, de faire des demandes de réservation qui ne seront prises en compte que plus tard. On a aussi, si vous êtes dans le cas d'un réseau, est-ce que les usagers peuvent faire des demandes de réservation partout? J'ai un usager rattaché à la bibliothèque centrale, le document ne se trouve que dans l'annexe 1. Est-ce qu'il est autorisé ou pas à faire une demande de réservation? Donc ça, il y a, je vais dire, un très vieux paramètre système, parce qu'il existe depuis que je connais Koha, qui s'appelle Can Reserve from Other Branches. Et donc là, si on le positionne à autorisé, ça veut dire que normalement, un utilisateur lambda, quel que soit son site de rattachement, peut faire des demandes de réservation partout dans les bibliothèques du réseau. Tout à l'heure, on avait une question justement sur le fait de pouvoir bloquer ou pas. Ce paramètre, il peut être contourné justement par le biais des réservations, enfin des règles de circulation. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on autorise partout, tous les lecteurs à faire des demandes de réservation partout, qu'on ne peut pas bloquer pour certains. Donc là, ça va se faire au niveau de la règle de circulation pour un type d'exemplaire, pour une catégorie de lecteurs, pour un site ou pour tous, puisqu'on peut paramétrer pour tous les sites dans les règles de circulation. On va par un quota déclaré à 0, on va bloquer le droit de réservation. Donc déjà, là, on est déjà sur quelque chose qui bloque par rapport à ce qu'on avait défini à la base. Et puis, il y a un paramètre système corollaire à celui-ci qui s'appelle Reserve Control Branch, qui permet de savoir si on autorise la réservation, quel est l'élément qu'on va contrôler pour autoriser cette réservation. Est-ce que c'est la bibliothèque de l'exemplaire? Est-ce que c'est la bibliothèque de l'adhérent? Donc après, il y a on va dire des requêtes ou des calculs qui se font. En fonction de ce paramètre, le système va regarder s'il y a une correspondance entre la bibliothèque de rattachement du lecteur, la bibliothèque de l'exemplaire ou la bibliothèque de l'adhérent. Donc voilà. Et donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte là-dessus. Donc on peut très bien, encore une fois de plus, jouer là-dessus, alors qu'à la base, les règles sont beaucoup plus souples. Autre possibilité, est-ce que je vais autoriser quelqu'un à faire une demande de réservation pour une référence qu'il a déjà en prêt? Alors, je vais dire que naturellement, on est tenté de dire non. Vous avez déjà un exemplaire, vous n'allez pas en réserver un. Le problème, c'est de la manière dont vous faites votre catalogage. Est-ce que vous avez une seule notice bibliographique et autant d'exemplaires qu'il y a de volumes? Donc ça veut dire que quelqu'un qui a emprunté le volume 1 ne pourra pas faire une demande de réservation sur le volume 2, par exemple. Et vous restez dans cette optique-là. Et puis voilà, qu'est-ce que vous faites aussi des catégories d'usagers, type les professeurs, qui ont besoin, pour certains cours, d'en prêter 15 exemplaires du dictionnaire? Donc là, par contre, c'est un paramètre système qui est pas redescendu au niveau des règles de circulation, donc c'est vraiment générique. Si vous l'autorisez pour tout le monde. Donc du coup, on peut arriver dans des situations où des petits malins vont faire une demande de réservation sur le document qu'ils ont déjà en prêt pour bloquer la suite. Ça, j'ai déjà vu. Parce qu'ils n'ont pas fini de lire, donc c'est pas grave, mais je suis en retard, mais je vais poser une demande de réservation, comme ça je suis sûr que je vais le récupérer. Donc c'est des détournements possibles. Donc voilà, tout dépend en fait aussi de la manière dont vous cataloguez vos exemplaires. Est-ce que vous faites du multivolume avec une seule notice? Est-ce que vous allez faire une notice par volume avec un exemplaire à chaque fois? Donc en fonction de ça, vous allez ou pas avoir besoin d'activer ce paramètre système. Et puis, comme dans tout système, je disais il y a encore 2 minutes qu'il y a des gens qui abusent, et il y a aussi des gens qui abusent des droits de réservation. C'est-à-dire des gens qui systématiquement font des demandes de réservation et ils ne viennent jamais les chercher. Donc on a un seul paramètre système qui permet de les sanctionner, c'est une amende financière pour l'instant. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, chaque fois qu'on n'est pas venu chercher une demande de réservation, on peut être imputé, je sais pas, de 50 centimes, d'1 € pour éviter d'avoir des gens qui abusent un peu trop. C'est surtout problématique quand vous avez des réservations autorisées sur les documents disponibles, quoi.
Si vous avez du personnel qui check systématiquement et puis que finalement les gens viennent pas chercher, ça finit par coûter, quoi. Donc ça, c'est sur les droits qu'on accorde aux usagers. Après, en termes de quotas et de règles de réservation, on a un quota suprême qui s'appelle Max Reserve. C'est pareil, c'est un des plus vieux paramètres système que je connaisse sur ce module de réservation. C'est le quota qui fixe globalement le nombre de réservations que vous autorisez ou pas dans votre système. Du coup, attention à la compatibilité avec les règles de circulation. Vous ne pouvez pas avoir, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, ce quota il était à 5 et pour certaines catégories de professionnels, dans les règles de circulation, il était à 100. Quoi qu'il arrive, même si vous avez déclaré 100 dans les règles de circulation, à cause de ce quota suprême, les gens de toute façon sont bloqués sur 5 réservations. Donc il y a une adéquation, à avoir. Donc on a des règles de circulation qui permettent de définir les réservations, enfin les quotas de réservation, suivant le triplet que vous connaissez bien dans les règles de circulation de COA, à savoir le site, la notion de tous les sites, donc la notion de réseau, la catégorie d'usager et ce que moi j'appelle la catégorie d'exemplaires qui est gentiment traduit par type de document dans COA. Donc en fonction de ça, vous pouvez avoir des quotas à 0, des quotas à 5. Enfin, voilà, c'est vous qui choisissez en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même quota, mais par contre, il faut qu'il soit en cohérence avec ce qui est dans Max Reserve. Alors ça, c'est sur les quotas. Après, il y a des règles de circulation. Donc toujours au même niveau dans les menus de règles de circulation, il y a des règles de réservation par défaut. Donc tout à l'heure, on avait un paramètre système pour autoriser ou pas les réservations pour le lecteur partout dans les bibliothèques. Là, dans ce menu paramètres, dans ce menu des règles de circulation, vous avez, là, dans l'exemple, il y a marqué tout site, donc ça veut dire qu'on autorise les réservations par défaut partout. Donc toujours pareil, une certaine cohérence à avoir entre les règles de circulation et ce que vous mettez en place dans les paramètres système. Et puis à ça, s'ajoute ce qu'on appelle des règles par défaut. Donc c'est les règles qui s'appliquent quand on va dire il n'y a rien de défini, qui permettent par catégorie d'exemplaires ou type de document de dire je vais faire des demandes de réservation, les autoriser pour les personnes qui sont rattachées au site, pour tous les sites où je ne fais pas de demande de réservation. Donc c'est pareil, il y a une certaine cohérence à avoir avec les quotas. Vous ne pouvez pas mettre un quota à 5 dans des règles de circulation et puis à ce niveau-là dire je ne fais pas de demande de réservation. Enfin, il y a une cohérence à avoir du début jusqu'à la fin à ce niveau-là. Oui. Alors ça, ça fait partie des pièges que j'ai signalés à la fin du diaporama. En fait, le problème, c'est que dès qu'il y a un exemplaire réservé ou mis de côté, la demande de réservation s'active. Donc elle s'active même s'il y a des documents qui restent disponibles. Donc alors pour certains, ça pose des problèmes de fonctionnement. Donc ça n'empêche pas, effectivement, dans votre cas, ça n'empêcherait pas de faire une demande de réservation. Sauf que normalement, ce n'est pas un fonctionnement souhaité, quoi. C'est aussi ça. Donc après, vous avez aussi, si vous activez les demandes de réservation sur les documents disponibles, ça va régler votre problème, puisque de toute façon, même s'il est disponible, vous allez pouvoir faire une demande de réservation. Donc, outre ces problèmes de quotas et de règles de réservation, il y a aussi la question des délais. Donc il y a un délai de validité
de la mise de côté. Je dis bien de la mise de côté parce que la réservation en tant que telle, elle n'a pas de... sauf si la personne dit « j'en ai pas besoin après telle date », elle n'a pas de durée de vie. En fait, une réservation court tant qu'elle n'a pas été mise de côté. Donc il y a un délai de validité pour les mises de côté qui se trouve dans un paramètre système qui s'appelle Reserved Max Pickup Delay. Donc ce délai, c'est un certain nombre de jours qu'on met dessus. Si vous activez ça, il y a, alors ça fait partie des petites choses cachées aussi, il y a des programmes, ce qu'on appelle des cron jobs, à mettre en place sur votre serveur pour savoir quand est-ce que vraiment la réservation est expirée. Donc en fonction de ce délai, le système va scruter avec la date de mise de côté et puis il va annuler, enfin faire son travail sur l'annulation des demandes de réservation et tout ça. Donc il y a à la fois effectivement un paramètre à mettre en place sur le nombre de jours et puis il y a des cron jobs à activer côté serveur Koa pour que le travail, en tout cas le check se fasse correctement sur savoir ce qui est vraiment expiré. Alors, par défaut, effectivement, c'est sur les mises de côté. Maintenant, on a un paramètre système qui permet de dire on va étendre ce délai aussi aux demandes qui ont été faites et qui n'ont pas été satisfaites. C'est-à-dire une demande de réservation qui est là depuis 6 mois. Enfin, depuis 6 mois, ça serait peut-être beaucoup, mais voilà, passer un certain temps, est-ce qu'on considère aussi, si le document n'a pas été rendu, etc., est-ce qu'on considère aussi que cette demande, elle est expirée? C'est-à-dire que si la personne veut vraiment, il faudra la refaire ou voilà. Donc on a un paramètre système qui permet de dire ce que j'ai déclaré dans le premier paramètre système réserve max pick-up délai s'applique aussi sur ce qui n'aurait pas été satisfait, tout simplement. Et puis dans ce calcul de délai, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le délai court, y compris quand la bibliothèque est fermée ou pas? Donc on a la même chose sur les règles de prêt, enfin sur les calculs de date de retour. Donc là, on a un paramètre système qui permet de dire, donc là c'est ne pas autoriser, ça permet de dire si jamais le délai, enfin la date d'expiration de la demande de réserve, de la mise de côté, pardon, arrive au moment où la bibliothèque est fermée, non, on va repousser en fait à la date d'ouverture. Donc sur ces réservations, on a aussi un certain nombre d'outils de travail, ce que j'ai appelé les outils au quotidien, qui permettent de faciliter la gestion des réservations. La première, surtout si vous mettez en place des demandes de réservation sur des documents disponibles, c'est d'avoir au minimum un avertissement. Alors on a des menus qui permettent d'aller checker régulièrement ce qui a été demandé en réservation, mais pour des facilités de gestion, on peut décider qu'à chaque fois qu'il y a une demande de réservation qui est posée, il y a un mail qui est envoyé. Alors, à la base, c'est à l'administrateur. Donc, c'est paramètre système email librarian when all is placed est positionné à envoyer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une demande de réservation de poser, l'adresse qui est définie dans l'autre paramètre système OA admin email adresse va être utilisée pour recevoir un message d'avertissement. Attention, tel lecteur a fait telle demande. Si vous avez fait, on va dire, les choses bien, normalement, vous n'êtes pas contenté de cette adresse mail administrateur de Koa. Vous avez aussi déclaré une adresse mail de référence dans la fiche de votre site qui permet de récupérer par défaut l'envoi de ces mails à partir de l'adresse qui est déclarée pour votre bibliothèque et pas l'administrateur qui va peut-être être noyé sous les demandes passées un certain stade. Donc ça, c'est un premier outil. Après, on a effectivement un outil, enfin plusieurs menus dans le menu circulation qui permettent de faire un état des lieux, par exemple, pour avoir la liste des mises de côté expirées. Il y a eu le travail du cron job. Donc le cron job a checké tout ce qu'il y avait en réservation, a déclaré que telle réservation allait expirer. Donc il y a un tag et il y a effectivement une information qu'on peut retrouver dans le menu qui s'appelle circulation, réservation, mise de côté, où vous avez à la fois les réservations qui ont été mises de côté, donc vous avez la liste, il y a 2 onglets, vous avez la liste de ce qui est mis de côté et puis éventuellement la liste de ce qui est expiré. Donc là, à vous de
d'aller dans vos rayons ou derrière votre banque de prêt, de récupérer les documents mis de côté et de régulariser en faisant du retour pour dire bah non, voilà, c'est expiré, donc on passe au suivant ou on remet en rayon suivant le cas. Donc ça, c'est une des premières listes. Autre outil, c'est la liste des demandes de réservation à venir ou sur des documents disponibles. Donc là, il y a un menu dans le menu circulation qui s'appelle réservation à traiter. Où là, vous avez, alors par défaut, faites attention, il est positionné sur 7 jours avant et 1 jour après pour la référence de la liste. Donc si vous ne faites pas attention, des fois vous dites mais je ne vois pas mes réservations. En fait, il faut juste penser à changer les dates qui sont sur les côtés naturellement. Par défaut, c'est 7 jours et puis 1 jour après. Donc là, on a la liste de tout ce qui est à traiter, alors que ça soit une demande de documents disponibles ou des choses qui auraient été mis de côté et qui sont pas encore assignées aux personnes. Autre outil, donc une file des réservations. Donc une file des réservations globale. Alors celle-ci, elle s'active depuis le menu circulation. Par contre, elle s'active dès qu'il y a plus d'une demande de réservation. Donc là, j'ai mis un exemple. Voilà, on sait globalement quelles sont les réservations qu'on a. Ça se fait par défaut sur votre site. Vous pouvez aussi élargir à tous les sites hein, en fonction de votre mode de fonctionnement là-dessus. Pour que ça fonctionne bien, il y a aussi un programme, un cron job, qui s'appelle Build Holds Queue, qui doit être activé pour que cette file de réservation soit mise à jour à chaque annulation, modification de priorité, nouvelle réservation, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas que pour un exemplaire pour une référence en particulier, vous avez toujours le menu, l'onglet réservation depuis la notice bibliographique. Il vous permet, pour une référence en particulier, de savoir s'il y a des demandes de réservation, de jouer avec la file des réservations, puisque si vous avez plusieurs personnes et que vous avez les droits, vous avez les petites flèches qui permettent de descendre et de monter dans les réservations, et éventuellement d'annuler une demande de réservation à partir de cet endroit-là. Petit rappel sur les modèles de messages utilisés par le module des réservations. Il y en a 3. Il y a celui qui permet d'éditer le fantôme, c'est-à-dire quand vous êtes au retour du document, vous avez un petit message d'avertissement, coucou, il y a une demande de réservation, vous avez l'option confirmer et imprimer. Donc cette option confirmer et imprimer, elle fait appel à un modèle qui s'appelle Reserve Slips. Donc tous les modèles en fait sont dans le menu outils, notification et tickets pour ceux qui ont les droits sur ce menu-là. On a parlé tout à l'heure de l'option prévenir l'administrateur ou l'adresse mail générique de la bibliothèque, comme quoi il y a une demande de réservation qui a été faite. Ça, c'est un modèle qui s'appelle Odd Place qui est utilisé. Et puis l'email de confirmation qui est envoyé au lecteur quand le document est arrivé, qu'il a tant de jours pour venir le chercher, c'est un modèle qui s'appelle Holds. Autre piège, il y a aussi un cron job à activer pour que les messages arrivent. Donc il y a un cron job qui s'appelle Process Message Queue qui permet d'envoyer les mails suite à ça. La file des réservations. Donc il y a... Alors, elle se construit effectivement en fonction des droits qu'on va donner. Elle peut être influencée automatiquement par plusieurs paramètres système. Donc il y en a 3 qui sont des triplettes. Enfin, il y a 3 qui sont toujours systématiquement utilisés ensemble. Il y a Local Holds Priority, Local Holds Priority Patron et Local Holds Priority Item Control, ce qui permet ou pas de donner la priorité au lecteur de votre bibliothèque. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement dire dans la file des réservations, s'il y a plusieurs lecteurs qui font une demande, je vais favoriser les lecteurs qui sont rattachés à ma bibliothèque plutôt que les lecteurs qui sont rattachés aux autres bibliothèques. Et puis, le contrôle, il se fait justement, est-ce que c'est la bibliothèque de l'exemplaire la bibliothèque
détentrice de l'exemplaire ou la bibliothèque. Vous savez, il y a toujours les deux sites, celle qui est propriétaire et celle qui est détentrice. Donc, laquelle qu'on favorise en fait dans ces paramètres système. Donc ça, c'est des paramètres, typiquement, ça remet en cause les règles de jeu que vous auriez pu définir ailleurs. Et puis, il y a deux autres paramètres système encore qui peuvent jouer là-dessus. Il y en a un qui s'appelle Static Holds Queue Weight et Randomize Hold Queue Weight. Vous avez dans ces paramètres système-là des codes de bibliothèque à mettre et on peut ou pas favoriser plutôt certaines bibliothèques dans les utilisateurs de certaines bibliothèques dans la file de réservation. Celui-là, moi, je m'en suis jamais servi parce que voilà, ça peut être la guerre après, mais ça existe. C'est-à-dire que vous pouvez décider de prioriser la bibliothèque centrale par rapport aux annexes, par exemple, tout simplement. Et puis, pour ceux qui ont le droit, il y a toujours la possibilité de jouer avec les petites flèches depuis l'onglet réservation que vous avez sur la notice de l'exemplaire pour dire tel qui était en deuxième, je le remonte en premier. Voilà. Ou je descends, j'aime pas un tel, je redescends tout en bas. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est des droits qu'on donne au niveau professionnel. On en a parlé au tout début. C'est possible, mais il faut rester discret quand même. Voilà. Alors, pour finir sur ces réservations, les pièges. Donc on a très bien, on a mis en place les règles de circulation, on a dit que les gens avaient des quotas de réservation, qu'ils étaient disponibles tant de temps, etc. Très bien, mais par contre, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de paramétrer les préférences de notification sur les mises de côté dans les fiches des usagers. Donc je sais, j'ai encore pas mal de clients qui ne s'en servaient pas jusqu'au jour où on a eu des problèmes avec les réservations. C'est-à-dire que en fait, si vous ne paramétrez pas ça, le document, quand il revient, il est bien mis de côté pour votre lecteur, mais le lecteur ne reçoit jamais l'avis comme quoi il est mis de côté. Donc, c'est un truc tout bête. Alors, c'est sur la fiche de l'usager. Vous pouvez, j'ai mis réservation mis de côté, j'ai coché courriel. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est que le courriel. Après, la personne a toujours la possibilité de regarder son compte lecteur, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent dans leur compte lecteur pour savoir si la réservation est arrivée. Ils attendent plutôt qu'on les prévienne pour dire que le document est là. Donc ça, si ce n'est pas coché dans la fiche de l'usager, le document il est mis de côté et puis en fait, les gens ne sont pas avertis. Donc du coup, ça peut poser problème. Plutôt que de passer dans la fiche de l'usager systématiquement, vous avez la possibilité de paramétrer ça automatiquement quand vous définissez les catégories d'adhérents. C'est-à-dire qu'il y a le même tableau de préférence de notification quand vous paramétrez les catégories d'usagers. Donc faites-le plutôt là, comme ça vous ne posez pas la question de savoir si les gens vont recevoir le mail ou pas. Après, vous pouvez toujours désactiver au coup par coup. Il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des mails de la bibliothèque, quoi qu'il en soit. Donc vous pouvez très bien désactiver ça. Donc c'est un piège parce qu'en fait, cette préférence de notification, elle est noyée au milieu de d'autres préférences de notification, notamment une qui permet de dire à la personne aujourd'hui, vous avez rendu tel exemplaire, aujourd'hui, vous avez emprunté tel exemplaire, dans 3 jours, vous avez des documents à rendre, faites attention. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Parce que, moi, il n'y a pas encore très longtemps, j'ai eu des fiches de maintenance là-dessus. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils ne recevaient jamais les mails. Tout était paramétré, correct, et il manquait juste ça. Autre piège, il y a un paramètre système, je ne sais pas s'il est encore beaucoup utilisé, mais qui existe, qui s'appelle Reserve Need Returns. Si vous l'activez, si vous le désactivez, en fait, l'annulation de la demande de réservation, elle est impossible pour les âgés, côté opaque en tout cas. Cette préférence système, ça veut dire qu'en fait, dès qu'il y a une demande de réservation, le document est considéré comme mis de côté, alors même que l'autre lecteur ne l'a pas rendu. Et du coup, comme il est considéré comme mis de côté, l'annulation via l'OPAC, elle n'est pas possible. La personne est obligée de venir vous voir en disant en fait j'en veux plus, est-ce que vous pouvez me l'annuler? Dernier piège, il y a l'option donc maintenant qui est paramétrée au niveau des règles de circulation qui s'appelle Item Level Alls. Si on met à ne pas autoriser,
on en parlait tout à l'heure, sur les histoires de multi-exemplaires. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec des demandes de réservation sur leurs documents qu'ils ont empruntés, alors même qu'il y a des documents disponibles qui correspondent encore. Et, parce qu'il y a plusieurs options. Il y a dans Item Level All, il y a une option qui oblige les gens à réserver un exemplaire spécifique. Il y a une option qui dit qu'on va choisir, c'est-à-dire qu'on laisse aux gens le choix soit de réserver au niveau de la notice bibliographique, soit de réserver un exemplaire en particulier. Et puis il y a la troisième option qui est celle-ci, ne pas autoriser, qui fonctionne sur le mode de le prochain disponible, c'est-à-dire que la réservation se fait au niveau de la notice bibliographique et les gens, ils n'ont pas le choix. Donc si on part sur le fait que les gens n'ont pas le choix, c'est le prochain disponible, même si vous avez des documents qui pourraient être empruntés, la demande de réservation, elle devient possible. Donc attention à ça. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps à l'ENSIB, pour ne pas les citer. Les gens sont assez furax parce qu'effectivement, il y a des demandes de réservation qui ont été posées sur les documents qu'ils avaient en prêt. Et comme il y a des demandes de réservation, ils ne peuvent pas renouveler. Autre paramètre système, on n'autorise pas le renouvellement de son document s'il y a des demandes de réservation. Alors qu'il y a d'autres documents disponibles qui pourraient répondre. Donc ça, c'est... et ça, j'ai regardé dans la dernière version de la 3.22, c'est toujours le même fonctionnement. Des questions sur ces réservations où on attend la fin et on passe au réservoir? C'est bon pour tout le monde? Alors, la souris, elle est là. De toute façon, le document, il sera comme pour les autres, il sera disponible, sera mis à disposition par l'association, donc vous pourrez toujours revenir dessus. Alors, autre point qu'on m'a demandé d'aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle les réservoirs de notice. Bon, moi, je l'ai un petit peu étendu par rapport à ce qu'on appelle réservoir de notice, parce que les réservoirs de notice dans COA, enfin tous les menus qui s'appellent réservoirs de notice, en fait, sont liés à des imports ISO 27009. Sauf que moi, je considère que d'interroger un serveur Z3950 pour récupérer des notices, c'est aussi quelque part aller chercher un réservoir de notices pour faire du catalogage. Donc, donc du coup, pour moi, deux modes pour utiliser des réservoirs de notices depuis COA. On passe par un protocole Z3950 ou SRU, donc ça, c'est un protocole qui existe déjà depuis un petit moment, qui permet d'aller pas moissonner, parce que c'est pas du moissonnage vraiment, mais d'aller interroger des catalogues qui sont déclarés avec des serveurs Z3950 et de récupérer des notices, ou alors on peut utiliser aussi un import ISO 27009. Alors, le Z3950 et le RSRU, c'est ce que j'appelle un mode one-shot. C'est-à-dire que c'est prévu pour une notice bibliographique à la fois ou une notice d'autorité à la fois. Il n'y a pas de création d'exemplaires avec ces réservoirs-là, c'est-à-dire qu'on va juste récupérer des références bibliographiques ou des références d'autorité. Cette option-là, elle est accessible directement au catalogage, c'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez dans le module catalogage, vous pouvez aller cliquer sur ce qui s'appelle dériver une nouvelle notice via Z3950 SRU. Ou vous pouvez aussi l'utiliser après une recherche infructueuse, c'est-à-dire vous avez recherché dans votre catalogue, pas de réponse, COA vous rajoute un petit bouton recherche Z3950. Donc ça permet du coup d'aller taper dans des réservoirs pour voir s'il y a des documents ailleurs. Cette fonction-là, elle est aussi utilisée depuis les paniers d'acquisition pour créer vos lignes de commande. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir vos notices déjà à la base, vous pouvez très bien les récupérer en même temps que vous faites le panier via le Z3950. Alors, le Z3950, il y a des sources à paramétrer dans le menu administration serveur Z3950. Le problème pour ceux qui sont en version Unimark, c'est qu'il y a très peu de sources.
En gros, moi, j'en ai trouvé que trois, pardon. La BNF, le SUDOC et l'Université de Strasbourg, qui met aussi à disposition ces notices via Z3950. Et c'est uniquement pour des notices bibliographiques. Autant Marc 21, vous pouvez faire du Z3950 pour récupérer des notices d'autorité, autant en Unimarc, il n'y a pas de réservoir pour ça. À un moment donné, alors je ne sais pas si c'est lié à la version de Koha ou si c'est la BNF qui a fini par fermer le canal, mais à un moment donné, on pouvait quand même faire de l'import de notices d'autorité Z3950. En fait, on utilisait le même modèle de paramétrage des sources. On déclarait juste que c'était des notices d'autorité. Ça ne fonctionne plus. Hein. J'ai retesté il n'y a pas très longtemps. Ça ne fonctionne plus. Donc, on est vraiment maintenant, en tout cas, que ce soit sur la version de Koha ou liée au serveur BNF, on est vraiment que sur du réservoir de notices bibliographiques. Le problème aussi avec le Z3950, c'est que le contrôle doublon se fait a posteriori, c'est-à-dire que vous allez rechercher votre notice Z3950, vous allez la récupérer dans Koha, et puis au moment de la validation, il va vous dire « Ah ah, il est déjà dans votre catalogue ». Donc là, voilà. Pour les paramétrages, donc il y a des mots de passe, effectivement, il y a des noms de bases de données à déclarer. Il y a une liste, alors il y a un site très intéressant, qui est celui de l'IRPSI, qui recense tous les serveurs Z3950 et SRU dans le monde, on va dire. Donc vous pouvez faire une recherche sur ceux qui seraient Unimarc, ceux qui sont Marc 21, ceux qui seraient uniquement localisés en Belgique, par exemple, si vous voulez faire de la proximité. Voilà. Et puis qui vous donne toutes les informations de connexion, quelle est la base de données à utiliser, quel est le mot de passe à utiliser, quelle est la syntaxe de sortie, etc. Il y a aussi la BNF, donc du coup, qui met sur son site, dans la partie récupération de données, toutes les options pour utiliser Z3950, notamment pour récupérer des sources UTF-8, pas UTF-8, analytiques, pas analytiques. Et puis, il y a la BES, donc le SUDOC, qui est aussi un des pourvoyeurs Z3950, de notice Z3950, qui, sur son site, a fait une petite page qui indique les mots de passe et tout ça à utiliser pour éventuellement moissonner, récupérer Z3950, leurs données. L'Université Strasbourg, par exemple, je suis tombée dessus en allant sur le site de l'IRPSI. C'est-à-dire jusqu'à présent, moi, c'est vrai que je disais toujours aux gens, BNF, SUDOC. Et alors, je pense que pour l'Université de Strasbourg, c'est peut-être un peu plus récent, mais en tout cas, c'est avec le site de l'IRPSI que j'ai pu récupérer cette information-là. Ce qu'il faut savoir, donc normalement, c'est soit du Z3950, soit du SRU. Le SRU, c'est quasiment pas développé. Hein. Même quand vous allez sur le site de l'IRPSI, il y a 4 ou 5 sites de déclarés. Et en plus, ils ne sont pas du tout en Unimarc. Donc, pour vous, ce n'est pas utilisable. Ça ne vous empêche pas éventuellement de pointer dessus. Le problème, c'est que quand vous allez les récupérer dans Koha, vous ne voyez quasiment pas les infos parce qu'il n'y a pas de mapping entre Marc 21 et Unimarc qui s'affiche. Donc, c'est un peu... ça veut dire qu'il faut aller regarder chaque notice avant de savoir si on l'importe. Et de toute façon, quand vous l'importez, comme il n'y a pas de correspondance, vous avez les 3/4 des données qui ne sont pas récupérables ou récupérées au mauvais endroit. Donc très peu de sources. On a eu quelques améliorations avec les dernières versions, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser des feuilles de style pour transformer les données à l'arrivée dans Koha. Donc il y a quelques exemples, moi je ne m'en suis pas servi, mais il y a quelques exemples qui sont donnés pour ceux qui peuvent aller sur les serveurs Koha ou récupérer. Il y a dans un répertoire intranet, il y a 3 ou 4 feuilles de style applicables. Il y en a un qui est utilisé pour Marc 21 et l'autre qui est utilisé par Unimarc. Donc il y en a un qui permet de supprimer les 995 et tous les $9. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est un des modèles qui est utilisé. Il y en a un qui permet de supprimer que les 995. Et puis il y a la même chose côté Marc 21, c'est pas 995, c'est 952. Donc il y a 2 scripts aussi qui permettent de nettoyer les données 952 et éventuellement 952 et $9. Alors les $9 dans Koha étant utilisés pour faire les liens avec les notices bibliographiques. Si jamais il y a d'autres $9, je pense dans les sources Z3950, c'est aussi pour ça qu'on prévoit de faire du nettoyage. Mais enfin voilà, donc après ça demande quand même des notions XSLT et de transformation assez poussées si on veut mettre ça en place.
Donc vous voyez le Z3950, bon, c'est intéressant, hein, mais bon, c'est pas forcément ce qui est, on va dire, le plus productif quand vous avez à faire du catalogage ou des acquisitions. Alors, autre outil de réservoir de notice, c'est l'import ISO 2709. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire de l'import par lot. On peut faire ça pour les notices bibliographiques et les autorités si vous avez un fournisseur. Il est, alors ce que j'ai mis, indépendant du format originel des données, c'est-à-dire que vous pouvez très bien récupérer des données en marque 21 et par le biais d'un modèle de transformation, alors qui là va être très, on va dire, très fouillé et très, très touchy, vous pouvez très bien importer du marque 21 dans une base Unimark en théorie. Enfin, après, il faut faire toutes les correspondances, hein. Je n'ai pas trouvé de fichier pour l'instant qui donnait tout ça, mais là, c'est possible. L'avantage aussi de cet import ISO 2709, c'est qu'il y a possibilité d'appliquer dès le départ des règles de contrôle de doublons. C'est ce qu'on appelle les modèles de règles de concordance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir récupéré la notice et de valider pour savoir que vous avez déjà la notice dans le catalogue. La fonction vous dit dès le départ, à partir du moment où vous avez commencé à charger le fichier et avant même de le passer dans le catalogue, vous dit celui-là, il ne sera pas importé parce que j'ai trouvé une concordance. Alors la règle de concordance, c'est vous qui la définissez, mais voilà, c'est déjà une sécurité supplémentaire. Et puis si dans votre fichier ISO, vous avez des zones 995 et qu'elles sont bien renseignées au niveau des informations obligatoires, je pense notamment à nos histoires de sites dépositaires et sites propriétaires, vous pouvez aussi, par le biais des options, créer les exemplaires en même temps. Chose que ne permet pas de faire Z3950. Donc, un petit rappel sur ce qui est ISO 2709. Donc, c'est une norme qui définit un format d'échange pour les notices bibliographiques et puis qui a été étendue aux notices d'autorité. La fourniture de notices, elle est proposée souvent sur abonnement par certains fournisseurs, Electre, Zebris. Voilà, c'est à partir du moment où vous faites vos acquisitions dans Electre ou vous commandez des choses chez Zebris, vous avez la possibilité de télécharger en fait vos notices au format ISO 2709. Donc du coup, plutôt que de retaper ou de moissonner en Z3950, vous allez récupérer ces données-là et les inscrire dans Koha. Il y a aussi, notamment les catalogues Koha, on a des fonctions d'export des notices au format ISO 2709 en passant par les paniers. Donc il y a des catalogues aussi qui vous permettent de récupérer des notices comme ça et de les intégrer dans votre catalogue. Par contre, alors c'est pas mais c'est pas lisible directement. C'est un format qui n'est pas lisible directement. Je vous ai mis une petite compris, alors je pense que ça va pas sur l'écran, mais si vous essayez d'ouvrir directement le fichier ISO avec Notepad+, par exemple, c'est sur une ligne et c'est de l'encodage, hein. Donc pas lisible du tout. Par contre, il y a des outils comme MarkEdit, qui est un outil gratuit qui permet facilement de décoder ce type de fichier-là et du coup de faire la transformation de données et de refaire des fichiers ISO. Donc l'import ISO dans Koha, il se passe dans le menu outils télécharger des notices. Donc il y a plusieurs choses. On va aller chercher le fichier, on va le télécharger et en fait on va lui dire quel est le type de notice qu'on cherche. Est-ce que c'est de la notice bibliographique? Est-ce que c'est de la notice d'autorité? Quel est le format d'encodage? Parce que certaines ne sont pas forcément nativement UTF-8. Hein. Donc vous avez le choix entre UTF-8, ISO, je ne sais plus quoi, le latin. Là. Enfin bon, il y a plusieurs possibilités d'encodage. Est-ce qu'on va utiliser donc un modèle de transformation? On va voir plus loin à quoi ça correspond. Alors le modèle de transformation, je vous ai parlé tout à l'heure de la correspondance marque 21 Unimark, mais ça peut être aussi tout simplement de charger une valeur par défaut sur le type de document au moment où vous faites l'import. Hein. Parce que vous avez un champ local sur lequel que vous utilisez pour déclarer les types de doc qui n'est pas dans votre fichier ISO. Donc au même moment où vous faites l'import, vous allez renseigner des valeurs par défaut sur les types de documents ou sur d'autres références. Il y a un modèle de transformation qui peut être déclaré, il y a des règles de concordance qui peuvent être appliquées. Alors, assez curieusement, la règle de concordance, la recherche de concordance, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, vous pouvez très bien décider s'il y a un doublon, c'est pas grave, ça rentre dans la base. Voilà. Et puis, il y a la possibilité de
créer des exemplaires, donc en même temps qu'on fait cet import ISO 2709. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à condition qu'il y ait, en tout cas en Unimark, une correspondance et la présence de zones 995 qui vont bien, et surtout qu'ils soient bien renseignés en termes de données obligatoires. Donc ces modèles de transformation, ça correspond à quoi? Il y a un autre menu qui permet de le gérer. Alors en général, on les prépare à l'avance avant de commencer à faire l'import ISO. Hein. Donc j'ai pris l'exemple du début du modèle de transformation qu'on a appelé sobrement Mark 21. Donc c'est par exemple la possibilité de dire tout ce qui se trouve en 0,20 $A va être mappé en 0,10 dans mon catalogue. Tout ce qui est en 0,22 va être mappé en 0,11. Pareil pour le titre, donc il y a une correspondance entre le 245A et le 200A, et une correspondance entre le 245B et le 200E, alors ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que c'est un peu plus complexe que ça, le 245B dans Mark 21. En fait, ça s'appelle c'est le reste du titre, donc ce n'est pas forcément un sous-titre, mais ça permet déjà au moins de récupérer, de récupérer les données, éventuellement après, si vous avez besoin de faire du copier-coller pour changer certaines choses. Donc il y a plusieurs types d'options en fait possibles dans ces modèles de transformation. Il y a de la suppression, c'est-à-dire qu'on veut effacer totalement un certain nombre de zones. On peut ajouter et mettre à jour des zones, donc ajouter une étiquette avec une valeur. On peut aussi mettre à jour en fonction et en condition d'une autre étiquette. On peut déplacer. On peut copier. C'est-à-dire qu'on va faire de la duplication de zones. Et puis aussi, on peut copier et remplacer. C'est-à-dire qu'on copie et on va aller mettre ailleurs l'information. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a même l'utilisation possible d'expressions régulières. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Je crois que c'est Christophe qui parlait un petit peu des expressions régulières. Sur une fonction qui s'appelle déplacement. C'est-à-dire que l'expression régulière, vous allez aller rechercher une valeur. Et puis, vous allez, en fonction de cette valeur, faire des changements, des modifications. Donc, il y a un exemple qui est donné dans le manuel Unimark. Donc, je suis repartie là-dessus parce que j'essayais de me creuser la tête pour trouver des exemples et j'arrivais pas à en trouver. Donc, ce sont des expressions régulières Perl. Il y a deux principales fonctions. La correspondance, qu'ils appellent match, et la substitution, qui correspond à un remplacement. Les valeurs, quand vous les recherchez, les valeurs à rechercher ou à remplacer, elles sont délimitées par des slash. Donc, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on remplace. Et puis, il y a certains caractères qui ont du sens en programmation. Et donc, du coup, qu'on est obligé de protéger. Notamment, si vous voulez utiliser un dollar, le dollar, c'est quelque chose qui a du sens. Donc, du coup, vous êtes obligé de le protéger. Et le protéger, c'est utiliser un anti-slash pour signaler que voilà, c'est dollar et pas la fonction dollar qu'on appelle. Donc l'exemple qu'il y a dans le manuel Unimark, donc on est sur une zone où il y a le petit S. Donc là, on est sur la zone qui permet de remplacer. La valeur qui est recherchée, c'est le dollar. Donc là, elle a été protégée par un anti-slash. Et puis, la deuxième partie, regex remplacement, n'est pas remplie. Donc, ça veut dire qu'en fait, on cherche juste la valeur et on la remplace par du vide. Donc, on l'enlève. Et puis, donc ça, c'est la valeur de remplacement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va trouver dollar, on remplace. Et puis, quelle est l'expression, quelle est la valeur recherchée? Donc là, c'est toujours l'exemple avec le dollar. On recherche le dollar qui est protégé. Là, on a même l'indication ce que j'appelle un chapeau chinois, en fait, qui correspond en fait à un truc qui dit, dans les expressions régulières, qui dit on cherche en début de chaîne. C'est-à-dire si ça commence par dollar, tu fais le remplacement, sinon tu le fais pas. Voilà. Donc pour ceux qui ont envie de mettre les mains là-dessus, il y a notamment la page Wikipédia qui est super bien faite pour, en tout cas, une première approche de ce que sont les expressions régulières, mais on peut aller vraiment très très loin. On peut aller chercher avec une longueur à partir du 5e caractère, du 6e, voilà. Mais là, en tout cas, dans la fonction d'import, de modèle de transformation, elle est sur une action qui s'appelle copie, tout simplement.
Donc ça, c'est les règles de transformation. Après, vous avez des règles de concordance. Donc moi, celle que j'utilise, on va dire, quasiment systématiquement, c'est la règle de concordance ISBN. C'est-à-dire qu'on va dire, si tu trouves l'ISBN dans la base, ben, tu ne m'importes pas la référence. Donc, on lui donne un nom. Alors, après, on a un seuil de concordance. Alors, seuil de concordance, c'est vous qui définissez. Moi, je l'ai mis à 100. Vous pouvez le passer à 1000, vous pouvez le passer à 10 000. Le seul truc, c'est qu'il faut rester cohérent. C'est-à-dire que si vous mettez à 10 000 et que vous n'avez qu'un seul critère, le point, c'est 10 000 pour le seul critère. Après, si vous avez 10 000 et que vous avez 4-5 critères, il faut que la somme des 4-5 critères correspond à 10 000. Donc, vous pouvez même très bien mettre 1 si vous n'avez qu'un seul critère, ça ne change rien du tout. C'est juste après une question de proportion si vous avez plusieurs critères ou pas. Donc, le seuil de concordance que j'ai mis à 100, là, pas 1000, hein, c'est ça, à 100. La concordance se fait sur un type de notice bibliographique. On peut aussi le faire pour les notices d'autorité. Il y a la possibilité d'utiliser les index pour accélérer effectivement la recherche de cette concordance. Donc là, j'ai mis l'index ISBN. Si vous avez un doute, en fait, il faut aller voir comment votre index il a été nommé dans le CCL Properties. Il y a un fichier CCL Properties qui donne le petit nom des index que vous voyez à la recherche ISBN, numéro normalisé, mais derrière, il y a des petits noms qui sont utilisés par Zebra notamment. Donc voilà, donc là, moi, j'ai mis l'exemple, j'ai utilisé l'index ISBN. Je lui ai mis un score de 100 parce que j'en ai qu'un. Et après, je dis, ce score, il est calculé à partir de quelle étiquette. Donc là, moi, j'ai un 0,10, étiquette A. Et si jamais je fais ça si je fais un seuil de concordance à partir de données codées, je peux aussi utiliser des notions de décalage et de longueur, c'est-à-dire à partir de quand on va calculer que c'est vraiment un doublon ou pas. Donc moi, j'ai jamais eu affaire à des données codées dans les règles de concordance. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais en tout cas, c'est positionné ici. Et puis, il y a une autre option qui est déclarée inutile dans le manuel de formation qui s'appelle règle de normalisation. En fait, pour l'instant, ce n'est pas du tout utilisé. Ils avaient commencé à mettre une règle de normalisation sur la récupération des virgules et je ne sais plus quoi. Et en fait, ils disent bien, en fait, c'est pas du tout à utiliser. Donc moi, j'ai qu'un seul critère de concordance. J'aurais pu en rajouter un autre en mettant le titre, par exemple, si l'ISBN, enfin voilà. Donc si je veux vraiment être sûr, j'ai l'ISBN et titre. Enfin, pour moi, l'ISBN est un critère suffisamment discriminatoire, normalement, si vous avez catalogué correctement pour qu'on puisse passer outre. Donc quand on récupère, quand on prend un fichier ISO et qu'on le charge dans le réservoir, ce que je vous disais tout à l'heure, les notices ne sont toujours pas intégrées dans le catalogue. Il y a une table réservoir dans la base de données COA. Du coup, l'intérêt de ne pas charger tout de suite dans le catalogue, c'est que ce que vous avez placé dans le réservoir peut être aussi récupéré directement dans un panier d'acquisition. Vous n'allez pas aller chercher les notices une par une, c'est-à-dire qu'à partir de ce que vous avez cherché dans le réservoir, hop, je prends, je sais pas, mes 100 références et j'ai autant de lignes de commande qui vont être créées sur lesquelles je vais pouvoir ajouter des quantités, des montants, etc. Donc, par rapport à Z3950 où vous êtes obligé d'aller chercher une notice par notice, c'est quand même un avantage indéniable. Pour intégrer les notices au catalogue, donc une fois qu'on a chargé le fichier dans le réservoir, donc il nous dit, voilà, j'ai trouvé 14 notices dans le fichier, par exemple dans mon exemple. Il n'y avait pas d'erreur marque sur les notices. Des fois, tout simplement, il ne charge pas parce qu'il trouve qu'il y a une notice qui ne se finit pas correctement. Ça peut arriver. Il y a 14 notices qui sont téléchargées dans le réservoir. Je n'ai pas trouvé de doublon. Vous voyez, là, j'ai 0 notice avec une notice concordante dans le catalogue, avec la règle de concordance ISBN. Donc, en gros, je peux télécharger dans COA. Et puis comme moi, dans mon option, je lui ai demandé de créer les exemplaires, il me prévient qu'en fait, il a trouvé 15 exemplaires, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque part une notice où il y a déjà 2,995 de déclarés, et que si je fais le téléchargement, je vais avoir 14 notices plus 15 exemplaires.
Donc, donc une fois qu'on a ce fichier-là, on peut effectivement cliquer sur vraiment télécharger les notices dans Koha. Si jamais vous êtes trompé, vous avez un doute, vous pouvez toujours annuler l'import en cours de route. Donc là, par exemple, mon import a été fait, j'ai toujours le bouton annuler dans le catalogue, donc c'est aussi, enfin, ça m'est déjà arrivé de ne pas charger les bons fichiers, hein, donc c'est quand même pas négligeable. Donc là, vous voyez, enfin, si vous arrivez à voir à l'écran, en fait, sur les 15 références, il n'y avait vraiment aucun problème de concordance. Il a tout téléchargé, il a créé les exemplaires. Donc je disais qu'on peut revenir dessus en cas de problème. Par contre, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que là, je peux toujours revenir. Si après, je passe dans le menu qui s'appelle gestion des notices téléchargées et que je me dis, bon, bah voilà, j'ai fait le travail, j'efface ici, là, j'ai une action effacée, et je ne vais plus pouvoir annuler. C'est-à-dire qu'en fait, je fais disparaître le fichier du réservoir. Donc après, une fois qu'il est disparu du réservoir, je ne peux plus annuler ce que j'ai importé. Donc ça, il faut faire attention, je me suis déjà fait avoir. Voilà, après coup, je me suis dit, Flude, j'aurais pas dû importer, et puis ben, j'ai pas pu parce que j'avais, vous voyez là, j'avais tout effacé. Donc après, à partir de ce menu de gestion, vous avez la possibilité aussi de créer ce qu'ils appellent des lots d'étiquettes, donc pour pouvoir faire des étiquettes de code, des choses comme ça, à partir d'un panier. Voilà. Des questions sur ces réservoirs? Non, j'ai perdu tout le monde. Bon, enfin, franchement, moi, l'ISO 2709, c'est vraiment quelque chose en termes d'acquisition et de catalogage qui est assez sympa. Hein. Surtout les acquisitions d'ailleurs, plutôt que de faire notice par notice, on charge le panier ISO et on sélectionne notre budget, nos quantités, et hop, c'est parti. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. Ça, c'est un chargeur. C'est un gros morceau de code de développement qui fait du FTP en plus. Et pas, alors, on peut dire que les fichiers sont ISO 2709, hein, Paul, puisque c'est ce format-là. Mais c'est un gros bout de code de développement sur le serveur. Ouais, c'est complètement différent de ça. C'est défini dans le chargeur, justement, dans les paramètres du chargeur qui se trouvent sur le serveur. C'est-à-dire que tu définis ce que tu protèges, ce que tu veux supprimer, les valeurs par défaut que tu veux avoir, etc. Mais c'est un processus complètement différent, effectivement. Non, mais bon, on peut dire que c'est un réservoir de données aussi, hein, mais pas à un même niveau. Le vendangeur BNF, c'est pareil, quoi. Qui n'est pas dans la version communautaire en plus, hein, donc c'est forcément un patch que vous récupérez.